Bonjour, je vais parler des 4 premiers épisodes de la saison 3 de Black Lightning. Alors, c'est une série que j'ai pas suivie l'an dernier et honnêtement, là, j'ai rattrapé toute la saison 2 d'un bloc. J'ai pris une grosse journée, je me suis rattrapé toute la saison 2. Ce qui n'était pas prévu, d'ailleurs, je voulais rattraper morceau par morceau, et finalement je me la suis tapé en entier. Et les 4 épisodes, du coup, maintenant, de la saison 3. J'avais hésité à faire des vidéos pour chaque livre, puisqu'ils séparent en fait leur saison en book. Donc là, c'est Occupation, Book of Occupation. Un peu dans l'esprit, je trouvais au départ, parce qu'il parlait de Black Jesus et tout, ça faisait un peu l'esprit, le livre de la Bible. En plus, il y a même un bouquin qui s'appelle Book of Apocalypse. Mais finalement, voilà, c'est plutôt un chapitrage comme Avatar, qui est le livre de l'air, le livre de la terre, le livre du feu, le livre de l'eau. Non, il y en a un qui, parce qu'il y a que 3 saisons, il y en a un qui manque, mais je sais plus lequel. Enfin, aucun rapport avec tout ça. Et finalement, voilà, je vais essayer de parler des 4 épisodes en entier. Alors, pas un par un, parce que du coup, 4, ça fait quand même beaucoup de matière, donc un peu plus globalement. La saison 2... l'année dernière, je sais pas pourquoi, honnêtement, j'ai regardé un épisode et après j'ai arrêté. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, parce que là, j'ai dévoré la saison 2. Il y a des défauts, hein, comme dans toutes les séries, mais déjà, Black Lightning, moi, ça m'intéressait pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que c'était quand même le premier super-héros avec une famille, une vraie famille dès le départ, avec des enfants et tout, qui doit gérer sa vie de famille. C'était vraiment le super-héros. Par rapport à toutes les séries qu'on a à l'heure actuelle, c'est le super-héros adulte qui doit gérer sa famille et sa vie de tous les jours, beaucoup plus que d'autres héros qu'on voit, qui ont des histoires romantiques et tout, mais ils n'ont pas d'enfants à gérer. Par exemple, Arrow, Oliver, vient juste d'avoir... il a eu un enfant, d'accord, mais là, il vient d'avoir son enfant aussi, mais on l'a pas vraiment vu le gérer longuement, quoi. Même Flash, il a géré sa fille venue du futur, ça n'a rien à voir. Là... il a une vie de famille à gérer, il a des responsabilités professionnelles à gérer. Je trouvais ça très intéressant. Et il y avait aussi tout le sous-texte racial des États-Unis, qui est là évidemment extrêmement présent dans ce début de saison. Alors, de toute façon, il est présent dans toute la série puisque c'est des expériences qui ont été faites sur les populations noires de la ville, qui donc à qui on a injecté un vaccin, qui a donné des super pouvoirs à certains. Ça, c'est un truc qui me dérange dans d'autres séries aussi, par exemple dans la série Flash ou dans la série Smallville aussi, c'est quelque chose qui me dérangeait. Pourquoi est-ce que forcément il faut qu'il y ait une origine unique à tous les méta-humains? Ça, c'est quelque chose qui me dérange souvent dans les séries, parce que pour le coup, ça fait très X-Men en fait. Ça, je rapprochais cette série beaucoup de séries de mutants en fait. Parce qu'il y a le gouvernement qui essaie de contrôler, il y a des pouvoirs imprévisibles qui apparaissent un peu de partout. Avec là c'est une drogue en plus qui génère les pouvoirs, le green light. J'aime pas cette idée qu'il y ait une source unique. À la limite qu'il y ait un truc qui provoque des méta-humains ou qu'il y ait un gène méta-humain. Aussi dans DC, hein, il n'y a pas un gène X, mais il y a un gène méta-humain qui peut se déclencher. Ça me dérange pas en soi, mais que ce soit la seule et unique source de pouvoir, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, par exemple, là ils ont une technologie qui bloque tous les pouvoirs. Et du coup, ça fait aussi que le personnage principal est pas particulièrement spécial. Rien ne fait qu'il soit spécial. Ces enfants, ils sont spéciaux. Parce que, justement, ils n'ont pas été affectés ni par Green Light, ni par le vaccin. Donc là, il y a un truc particulier. Ils expliquent qu'il est un peu spécial dans le fait que lui soit stable, ses cellules soient stables. Mais finalement, sa femme a plus ou moins réussi à stabiliser les autres, donc il n'est pas si spécial que ça. Mais bon, donc on prend cette saison 3 après le fait que l'ASA ait complètement mis la ville sous quarantaine. Et donc on vit sous l'occupation, clairement, dans la ville est sous occupation. Jefferson et sa femme sont enfermés pendant au moins 30 jours. 30 ou 31, 30 jours. Je crois que c'est 30 jours pile. Pour Jefferson en tout cas pour subir des examens et sa femme parce que il faut aider à maintenir la quarantaine, à stabiliser les méta-humains, etc., etc. Et on les suit du coup vers la fin de ces 30 jours, un peu avant leur libération, puisqu'ils sont libérés
justement ils sont libérés dans le 4e épisode. Et on suit comment ça va se passer. Enfin, je crois qu'ils sont libérés dans le 3e et on les voit libres dans le 4e. On voit comment les 2 filles essaient de vivre cette occupation avec Anissa qui elle est dans la rébellion totale et essaie et réussit d'ailleurs à faire s'échapper des gens, des réfugiés pour les amener il me semble que c'est les Perdis. D'ailleurs, pour moi c'était un petit point un peu négatif de la saison 2, c'est tout le passage, le double épisode en fait sur les Sanji et les Perdis, si je me trompe pas des noms. J'ai trouvé ça un peu bizarre, sorti un peu nulle part, que ça servait pas à grand chose, et finalement ils réussissent à les réutiliser dans cette saison. Donc kudos, hein, bon travail. Après, j'ai toujours un truc un peu bizarre moi avec ces 2 populations, c'est que vraiment, tel que c'était présenté, on a l'impression que c'était 2 tribus perdues au fin fond du monde, isolées de toute civilisation, qui vivaient un peu en autarcie, alors qu'ils sont juste à côté de la ville, en fait. Il y a un truc un peu bizarre, quoi. Ils sont juste dans la campagne, quoi, en gros, par rapport à la ville. Mais on a vraiment l'impression qu'ils vivent en autarcie complète, avec un système de caste et tout, avec les Sanji. C'était très bizarre, je trouvais, tout ce machin-là. Et maintenant... Donc on a les Perdis qui acceptent qui acceptent. Ils acceptent pas trop au départ et puis ils sont un peu menacés, enfin ils sont payés. Et puis finalement, quand ils voient des réfugiés arriver, ils aiment pas trop. Ça aurait été, je trouve, un petit peu plus intéressant de rester encore plus sur cette question du fait que oui, mais on n'a pas trop envie de gérer vos problèmes et puis nous-mêmes ça nous met en danger et tout. C'est pas trop traité parce que très vite Anissa utilise la violence pour régler ses problèmes, comme dans beaucoup de situations d'ailleurs. Et ils finissent par accepter les autres parce qu'en fait ils voient qu'ils peuvent être utiles avec leur pouvoir. Ils se rendent compte que ça pourrait être intéressant en fait d'avoir des super pouvoirs avec nous. Et donc Anissa, il y a aussi le fait qu'elle doit vivre avec son métamorphe là. Elle est toujours en conflit avec son père, mais j'ai bien aimé quand même le père qui essaie d'être raisonnable. Souvent, je trouve quand même, la plupart du temps, même si parfois il fait un peu sa tête de con, ce que j'aime bien, c'est que quand même, souvent il essaie d'être raisonnable. C'est-à-dire que là, sa première réaction, ça a été de gueuler et tout, puis après, voilà, il se pose, il essaie d'aller discuter calmement avec sa fille. C'est même elle qui essaie de l'antagoniser un petit peu. Il essaie de rester calme, de garder le calme et tout, parce qu'il a besoin de son aide. D'ailleurs, il est un peu stupide sur ce coup, parce qu'il pense que Odell va pas se rendre compte que c'est lui qui a aidé. Juste parce qu'il a réussi à bousiller le GPS et tout, et que c'est pas lui directement qui a aidé, c'est sa fille. Mais c'est évident que Odell... D'ailleurs, justement, Odell à la fin lui dit clairement, oui, vous croyez vraiment que vous allez m'avoir avec ça? C'était évident que c'était vous. Le courant qui s'est coupé d'un coup. Peut-être que c'est Black Lightning, je sais pas. Juste après sa libération en plus, je sais pas. Hein, une hypothèse comme ça. Enfin bref. Donc Anissa, voilà ce que j'avais à en dire. Il y a Jennifer qui, elle, est plus. Alors à la fin là, elle doute quand même, mais elle a été. Est-ce que avant de parler de Jennifer, je vais parler de l'agent Odell parce que forcément ils sont reliés. Ce personnage, je l'aime beaucoup. J'avais assez de mal à le cerner dans la saison 2. J'arrivais pas à savoir vraiment c'est un salaud ou pas. Et en fait, c'est vraiment la version masculine de Amanda Waller. C'est vraiment ça. Parce que là, on voit à quel point c'est un manipulateur. Et on découvre précisément quelles sont ses allégeances avec Tobias notamment, qui dit la vérité. Je crois que il s'appelle Issa, le gamin, qui est que en fait le projet c'était pas un projet c'était un projet qui était accepté par le gouvernement. C'était secret, donc le gouvernement a nié son implication, mais c'était un projet légitime. Et lui prend la suite. Donc en fait, on sait que c'est un salaud. Parce qu'il y avait encore un doute, par exemple, dans la saison 2, quand il tue ceux qui ont vu le secret de la famille Pierce, tu peux encore demander, peut-être qu'il essaie de les protéger, mais en même temps, il s'en sert et tout. Là, qui voulait s'en servir, c'était évident, mais il y avait la question, est-ce qu'il les protège ou pas? Et là, voilà, il les manipule de façon très intelligente. Et ce personnage me plaît beaucoup. Et malgré tout, malgré son côté extrêmement manipulateur et froid, parce qu'il est prêt à tuer, il y a quand même un petit peu d'humanité derrière ce personnage, parce que quand il tue le gamin, justement, il y a une scène déjà de discussion avec le gamin, et après, il va s'en prendre à Tobias parce que ça lui a pas plu de tuer le gamin. Lui-même dit d'ailleurs, j'ai laissé mes émotions prendre le contrôle, donc on voit malgré tout derrière cette froideur et ce calculateur, qu'il est, sans le moindre doute, il y a quand même un petit peu d'humanité. Malgré tout, il reste un petit peu humain.
Et tuer des gens, ça lui fait quand même quelque chose. Il va le faire sans hésiter. D'ailleurs, on voit, il le fait sans hésiter, mais ça lui fait quand même quelque chose. C'est pas une machine. Donc, il reconstruit notamment... alors, il reconstruit le Painkiller. Enfin, reconstruit, c'est peut-être pas le bon terme, vu que c'est un être humain quand même. Mais voilà, il recrée Painkiller. Alors, à voir comment ils vont faire évoluer Painkiller, parce que là, pour l'instant, c'est juste un Terminator, quoi. C'est qui arrête pas de temps en temps de sortir des trivia sur le fait. Vous saviez que si on frappe au niveau du cœur avec suffisamment de force, on peut arrêter le cœur et tout. Ok. Enfin, il arrête pas de sortir des trivia comme ça sur. Vous savez que en appuyant, en faisant, il y a un point sur le tibia. Je crois que c'est sur le tibia où il dit voilà, en appuyant ou en tournant ou je sais pas quoi, on peut briser tous les deux os de la jambe en même temps. Ou peut-être les deux os du bras, je sais plus. Enfin voilà, c'est de temps en temps il te sort des trivia comme ça, oula, ouais, il est pas bien lui, hein. Je sais pas ce que vous lui a mis dans le cerveau, mais il est pas bien. Avec une puce pour le contrôler, ce qui évidemment fait écho pour moi à la Suicide Squad, hein. Ça ressemble beaucoup. Même d'ailleurs les 4 méta de la saison 2, pour moi aussi ça ressemble beaucoup au concept de la Suicide Squad quand même. Donc Odell c'est un peu le Amanda Waller, et c'est un peu sa Task Force X, avec Markovia qui sert d'épouvantail réel. C'est une menace réelle malgré tout, on le voit, mais elle sert d'épouvantail pour maintenir la ville en quarantaine et pour faire tout ce qu'ils veulent en fait dans cette ville. Et en même temps, ils manipulent la femme de Pierce en sachant qu'elle utilise cette drogue et même en la poussant à utiliser cette drogue, puisque elle a essayé d'enlever les trucs addictifs et eux ils ont fait en sorte de mettre les trucs addictifs, et on voit que ça fait déjà plusieurs semaines depuis le tout départ qu'ils essaient de la manipuler. Et en fait, le seul qui réussit à échapper un petit peu à l'emprise d'Odell, c'est Jefferson. Et Anissa, évidemment. Mais voilà, c'est les deux seuls pour l'instant qui réussissent à peu près à échapper à l'emprise de Odell. Mais Pierce est quand même bloqué par le fait qu'il doit protéger sa famille. Donc Anissa, c'est la seule qui est un peu libre de faire ce qu'elle veut. Mais je pense que Odell est au courant que c'est elle Blackbird quand même. C'est exactement les mêmes pouvoirs. Donc, tu devrais deviner que c'est elle Blackbird. On verra s'il le sait, mais qu'il laisse faire pour l'utiliser plus tard. Il y a et du coup aussi il manipule Jen, qui est un peu dans le doute, qui pense que peut-être c'est une bonne chose, et finalement quand elle voit la réalité de ce qu'est cette quarantaine, même si elle voit ce qu'est Markovia, d'ailleurs même ça, il y a le nouveau gamin qui est plutôt intéressant dans le côté on peut jamais savoir en fait. Il y a de la propagande de tous les côtés. Tu peux jamais savoir si ce que tu vois c'est la vérité. Alors c'est la théorie du complot total, hein, tout est relatif, mais là en l'occurrence, ouais, tu peux pas savoir si vraiment, vu ce que fait ton gouvernement, est-ce que vraiment le gouvernement markovien fait la même chose? Je pense que oui, parce qu'en plus on les voit là, markovien. Oui, Markovia, enfin c'était un peu, c'est des soviétiques, mais c'est des soviétiques, des comics des années 60. C'est, voilà, on va rentrer chez nous avec le sang des Américains. Calme. C'est vraiment, pour moi, c'est la vision des soviétiques, des communistes pendant les années 60 dans les comics. Hein. C'est ça, quoi. Je me souviens d'un truc, c'était avec Red, je sais plus quoi. De toute façon, ils s'appellent tous Red quelque chose. Hein, les comics. Red Dynamo dans Iron Man, où Iron Man lui fait croire que c'est ses supérieurs soviétiques qui ont essayé de l'abattre. Et dans un cartouche, il dit « Évidemment, il m'a cru, car il sait que tous les soviétiques sont des traîtres. » Ça me fait exactement penser à ça, moi. C'est la vision ultra caricaturale des ennemis de l'Amérique. On va rentrer avec le sang des Américains. Ouais, c'est un peu gros. C'est un peu gros quand même. Mais bon, voilà. Il y a quelques trucs comme ça un petit peu... Pareil, il y a des trucs que je trouve un petit peu rapides, où on fait une ellipse, où d'un coup on saute à quelque chose et il nous manque un peu quelques éléments. Par exemple, la femme de Jefferson, on peut comprendre qu'il nous ait un peu enlevé des éléments parce que justement c'est Odell qui manipulait tout, mais par exemple, on l'apprend, il me semble c'est carrément dès le début de l'épisode, où on l'apprend face caméra en train d'expliquer ce qu'elle a fait et tout, et on l'apprend déjà alors qu'elle est un peu perturbée par la drogue qu'elle utilise. Enfin, elle utilise pas techniquement la drogue puisqu'elle a enlevé les substances addictives et tout, même si c'est Odell qui lui a rajouté derrière. Et voilà, il y a un truc, il y a pas mal parfois dans cette série de trucs où tu te dis il nous manque peut-être 2 ou 3 éléments qui ont amené là en fait. Ça sort un peu de, c'est pas que ça sort de nulle part, on va nous expliquer quel est l'enchaînement qui a conduit à ça, mais souvent je trouve que on nous met un peu devant la situation avec des éléments qui nous manquent. Je sais pas si je suis clair là-dessus.
Il y a aussi Gambi qui continue à jouer le mort et à donner des informations quand même à Pierce. Il y a ce qui se passe à l'école. L'école, finalement, on avait complètement zappé en fait dans la saison 2. Il y a eu le truc avec le proviseur, mais très vite on a zappé. J'ai quand même plutôt bien aimé le fait que ce soit pas manichéen quand même sur le proviseur, le fait que ce soit un proviseur blanc. Ils ont pas joué la carte du manichéisme quand même sur le fait que voilà, c'était le blanc qui se fout complètement de ses étudiants noirs et tout, qui les prend tous pour des criminels. Non, il est intraitable. Ça peut être pénible. En même temps, ça peut aussi être une bonne chose. D'ailleurs, même Jefferson finalement commence à se dire c'est peut-être une bonne chose finalement parce que lui au moins sera présent alors que moi j'ai d'autres obligations. Et certes, il est inflexible sur certains trucs, mais en même temps, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. D'ailleurs, dans certains établissements en France, hein, parfois on se dit oui, sur certains points, il faut être inflexible. Peut-être pas sur tout, mais en même temps, on le voit pas suffisamment pour être sûr et certain de vraiment caler sa politique dans l'établissement. Parce que être inflexible sur la violence, par exemple, c'est une bonne chose. Être inflexible sur d'autres points, tu dis parfois, vaut mieux laisser du mou à certains élèves. Mais bon. C'était un truc un petit peu sous-traité dans la saison 2. Là aussi, on le traite pas beaucoup parce qu'au début, en même temps, ils sont enfermés dans le truc du ASA, donc on le traite pas énormément. Mais c'est présent surtout dans l'épisode 4 pour montrer les conséquences de la quarantaine et de l'occupation et de voir que c'est quand même une occupation militaire violente. Et pour le coup, on voit que le proviseur est inquiet de ses élèves. Parce que là, c'est l'armée qui essaie de prendre un de ses élèves et il réagit. Il réagit plus d'ailleurs que le flic. C'est un truc que je note, il a réagi beaucoup plus que le flic qui est, alors qu'il y a sa collègue qui se fait enlever. Alors certes, sa collègue pour le coup, ils avaient raison, elle a consommé du machin, du green light, et à aucun moment elle a nié. Et même elle était un petit peu pourrie parce que elle avait caché de l'argent et tout. Enfin bon. Là, on voit qu'il tient quand même à ses élèves. Donc c'est un personnage très secondaire parce qu'on le traite pas vraiment. Il passe de temps en temps. Alors que c'est une part importante de la vie de Jefferson, mais après c'est que les autres événements sont aussi tellement importants et tellement prenants pour lui que forcément l'école ça disparaît un petit peu. Ce qui lui donne raison dans la saison 2, hein, au fait qu'il a eu raison de laisser son poste au nouveau proviseur. Voilà, Laurie, je crois. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, je sais pas si j'ai évoqué tous les points parce que 4 épisodes c'est quand même dense. Mais c'est une série quand même que j'aime beaucoup, même s'il y a des défauts. Il y a beaucoup de choses, notamment, où je trouve que ça va un peu vite. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que les thèmes sont... Alors, c'est pas forcément traité avec subtilité, mais voilà, c'est des thèmes intéressants qui sont traités. Le fait d'avoir un super-héros qui a une vraie vie de famille, je trouve ça aussi... Alors, pas forcément novateur, parce que dans les comics, pour le coup, bah, il y en a. Mais en série télé, j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête, honnêtement. Je cherche, il y en a peut-être quelques-uns, mais d'exemples vraiment de super-héros qui doivent gérer leur vie de famille avec des enfants qui ont des super-pouvoirs. Ça me fait un peu penser à une série genre un peu genre Fantastic Four en fait, les 4 Fantastiques avec une famille de super-héros, même si la mère c'est pas un super-héros. Et j'ai un peu ce truc-là, ça me plaît beaucoup. À voir comment quelque chose que j'attends énormément, à voir comment Jennifer va réagir quand elle va découvrir Painkiller. Forcément, elle va devoir le découvrir. Alors peut-être pas Jennifer, ça peut-être quelqu'un d'autre qui va le découvrir et elle sera mise au courant. Parce que là, elle est un peu dans le doute de à qui je dois faire confiance. Est-ce que Odell est vraiment pour le bien de ma ville et tout. Quand on va lui apprendre que Painkiller a été ramené et qu'il travaille pour le ASA, j'ai vraiment hâte de voir ses réactions. Parce qu'en plus, on n'arrête pas de nous dire que elle est dans la saison 2, surtout, on n'a pas arrêté de nous dire que ses pouvoirs étaient ultra puissants, qu'elle était dangereuse et tout. Voir ce que ça va donner quand elle va apprendre la vérité. Là, apparemment, Jefferson va attaquer de Pete, qui est donc l'endroit où ils envoient tous les métas. Enfin, il y a le truc qui est connu, là, le centre qui est connu. Et puis apparemment, le Pete, c'est vraiment la prison ultra secrète. Où apparemment aussi, on lui a dit que les métas se battaient les uns les autres. Avec, je crois que c'est Mariam. Je suis plus sûr du nom, là. La fille qui était voilée, là, je crois que c'est Mariam. Je suis plus sûr du tout, qu'on a complètement zappé en fait. Hein. Je sais même parce qu'il y a un épisode qui portait son nom même. Et finalement tu dis ouais, mais même dans cet épisode-là, elle était pas primordiale en fait. T'aurais pu la remplacer par n'importe quel random méta-humain, ça aurait fait pareil. Donc mais vraiment il y a un épisode qui portait son nom. Je trouvais ça très bizarre parce que tu dis ouais, mais en fait elle servait pas à grand chose dans cet épisode. Elle sert à faire un peu d'exposition
à Black Lightning sur le fait qu'il y a un truc de combat secret et tout. Et voilà, c'est un peu bizarre. Enfin bref, voilà mon avis général. C'était un peu dense puisqu'il y a 4 épisodes à traiter, j'ai pas pu les traiter un par un, j'ai essayé de les traiter au fur et à mesure maintenant. Surtout que Black Lightning va être dans la Crisis on Infinite Earths, ce qui m'a poussé à revoir la série. Mais rétrospectivement, je sais pas pourquoi j'ai arrêté la saison 2, parce qu'objectivement, elle est meilleure que bien d'autres séries que je regardais à l'époque, notamment This is Legends of Tomorrow. Voilà. Sur ce, au revoir.